Chers auditeurs, bonsoir. Aujourd'hui, la tribune accueille Joseph Schmidbil. Au cours de cet entretien, nous aborderons l'histoire de France et d'Alsace en particulier, sa dernière traduction du livre Nos années françaises de Marie Hart, mais surtout son parcours de vie atypique, où du jeune nationaliste militant anti-lepéniste qu'il fut dans les années 90-2000, il est devenu indépendantiste alsacien. Bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour. Donc tu es un homme de théâtre, auteur, metteur en scène, traducteur, et tu as traduit le livre de Marie Hart dont on parlera tout à l'heure. Oui. Est-ce que Je tiens quand même juste à préciser que je suis homme de théâtre parce que je fais de la traduction, je fais du surtitrage professionnellement, mais je ne suis plus metteur en scène. Pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, oui, absolument. C'est trop cher. Parce que c'est épuisant. C'est épuisant, on ne peut pas en vivre et Il y en a qui voilà. en vivent. Enfin, moi, j'ai pas pu. Et donc, au bout d'un moment, on passe à autre chose, quoi. ça veut dire que tu as tiré un trait définitivement sur ça, ou c'est quelque chose qui peut se représenter un jour? Ça peut se représenter un jour, mais faudra vraiment que ce soit dans des bonnes conditions, quoi. Parce que pour être clair, j'avais ma propre compagnie et je m'occupais absolument de tout, quoi. Et ça, c'était plus possible, quoi. T'as fait quel genre de pièces? Ah bah, en fait, je m'étais spécialisé dans le théâtre alsacien contemporain. Je faisais du théâtre en alsacien, parce que j'ai découvert dans la pratique qu'il y avait une énorme différence entre faire du théâtre alsacien et faire du théâtre en alsacien. Ça, je ne savais pas quand je me suis lancé là-dedans, quoi. Quelles sont les différences? En termes de public, il n'y a personne en alsacien, il y a beaucoup de monde en France. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé, le premier truc, c'est que j'ai écrit une pièce parce que suite à un choc que j'avais eu. Le Front National avait fait en 95 25% de voix en Alsace, et moi, ça m'avait choqué, donc j'avais réagi là-dessus, j'avais écrit une pièce. Ça s'appelait Démocrate, pour l'exclamation. Et je ne sais toujours pas pourquoi, j'ai écrit ça spontanément en alsacien. Et je l'ai monté en alsacien, je l'ai traduit en français, puis alors on faisait une semaine en alsacien, une semaine en français. Et quand j'ai fait cette création, naïvement, je me suis dit, bon, à l'époque, 95, les théâtres alsaciens, ça marchait super bien, c'était plein. Et je me dis, bah, je vais avoir plein de public, parce que les gens, ils vont voir des spectacles en alsacien, c'est un peu toujours pareil, là, c'est un truc nouveau, différent, ça parle de politique, forcément, ils vont me remplir la salle, il n'y a pas de problème, quoi. Et voilà, quoi, j'ai découvert que pour une personne qui venait à la représentation alsacienne, il y en avait 4 qui venaient pour le français, quoi. C'était le rapport à peu près. Alors, dans les représentations alsaciennes, c'était vide, quoi. Et ouais, il m'a fallu du temps pour comprendre. Le théâtre alsacien, c'est un phénomène sociologique. Ce sont des gens qui se retrouvent entre eux, c'est la petite ville, le village, et on va voir son voisin sur scène, etc. Donc c'est un certain type de théâtre, et moi je me suis intéressé au théâtre. Je suis allé faire ce qu'on appelait à l'époque les études théâtrales, une licence, une maîtrise d'études théâtrales. Je me suis intéressé au théâtre contemporain, aux différentes époques du théâtre, etc., à son évolution. Et je me suis dit qu'on pouvait parler du monde moderne, de tout en alsacien, quoi. Et donc, voilà, quoi. Je suis allé, un jour, je suis tombé sur une Antigone, une adaptation moderne d'Antigone, faite par un prof de lettres d'Engwiller, Edmond Jung. Et donc j'ai fait une mise en scène de cette Antigone. J'ai fait une adaptation moderne du Hans im Schnogelor. Donc le Hans im Schnogelor, j'ai appris l'histoire parce que l'authentique Hans im Schnogelor, c'est l'histoire d'un gars c'est un Alsacien, et puis dans l'histoire, il perd tout, il perd sa ferme, elle prend feu, et il se barre, il part en Amérique. Et donc j'avais déliré là-dessus, et puis j'imaginais que Hans, il avait poursuivi sa vie au Texas, et qu'il fourrait du pétrole, et qu'il était plein aux as, et qu'il foutait sa merde, il allait bombarder l'Irak, etc. Enfin, voilà.
Donc c'était, pour moi, tous ces trucs traditionnels servaient à parler de la vie d'aujourd'hui, de l'actualité, etc., quoi. Mais évidemment, ça n'intéressait pas le public traditionnel et le cercle traditionnel du théâtre alsacien. Je sais que, par exemple, j'ai écrit une pièce qui a remporté un prix. À l'époque, ils avaient fait la région Alsace avait fait un prix d'écriture pour les pièces en dialecte. C'était en quelle année, ça? Et ils avaient 98. Donc ils avaient fait un jury pour déterminer le truc. Et puis moi j'avais écrit une pièce qui était... en fait, ça s'inspirait beaucoup du théâtre de l'absurde, tu vois, un petit peu Beckett, comme ça. Donc voilà, quoi. Et j'ai su par la suite que dans le jury, les gens du théâtre alsacien étaient horrifiés à l'idée de me filer le prix, quoi. C'était parce que ça correspondait pas du tout à leur monde, quoi. Et donc voilà, c'était rigolo, mais en même temps, moi j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est bien que ça existe, parce que c'est encore un des derniers endroits où la langue a la possibilité d'exister. Il faut voir aussi la passion de Mazo, c'est fascinant. C'est des gens qui font ça depuis les années 30, quoi, hein, la passion du Christ à l'époque de Pâques. Et il la joue en allemand. C'est une version écrite en allemand. Je ne sais plus qui était l'auteur, hein, donc un gars de Masbo, hein, du Haut-Rhin, qui avait écrit ça. Et il le joue jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis allé le voir il y a une dizaine d'années. C'était extraordinaire parce que tu avais les vieux acteurs, donc les vieux Alsaciens, ils parlent allemand avec l'accent alsacien. Et puis tu as les jeunes, eux, ils parlent allemand avec l'accent français. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est tragique, quoi, parce que tu vois l'évolution des choses, comme le dialecte fout le camp. Même là, tu le vois très nettement, quoi. Donc tout ça, pour moi, c'est très sympathique, mais j'ai essayé de faire autre chose, et il est évident que la façon de fonctionner, et ça aussi, ça m'a beaucoup ouvert à la politique, et ça m'a fait découvrir la chose politique, c'est que quand tu es une petite compagnie comme ça et que tu essaies de vivre, tu veux faire bosser des intermittents, que ce soit des comédiens, que ce soit des techniciens. Donc évidemment, tu demandes des subventions et puis tu découvres petit à petit comment fonctionnent les politiques qui n'y connaissent strictement rien et dont le but, c'est juste de répartir les subventions de façon à contenter tout le monde. Et il n'y a pas de politique spécifique pour l'alsacien. Moi, mon idée, c'était de dire, on peut faire du théâtre en alsacien et aller à Avignon, aller présenter des trucs à Avignon. Je suis arrivé devant des aberrations, par exemple. Un coup, je suis allé au Maillon, au théâtre Le Maillon, et ils présentaient dans la saison un spectacle en dialecte sicilien. C'était extraordinaire, et c'est parce que c'était... Alors je ne me rappelle plus le metteur en scène, et puis alors ça se gossait, parce que formidable metteur en scène, machin, etc. Et c'était pas de l'italien, c'était le dialecte sicilien qui était effectivement super mise en scène, etc. Les gars, moi j'y suis allé, je leur ai proposé, j'aurais dit en avant, on y va en alsacien, on fait un truc, parce qu'en plus on a un répertoire de pièces, de grands auteurs qui ont été écrites en Alsace avec des thématiques universelles. Mais je veux dire, ces gens-là, enfin ce milieu-là, tu leur présentes un projet en alsacien, ils appellent le GIGN, tu vois, bon, j'exagère, mais à peine, tu vois. Et donc c'est très cloisonné et c'est très pénible. J'ai pas une vocation de martyr et je préférais me retirer et me plonger plus dans l'écriture. Je suis plus tourné vers l'écriture à partir de là, quoi. Alors tu viens de traduire le livre de Marie Hart, Us unsere Franzosenzeit, ouais. Nos années françaises, ouais. Qui va apparaître, je crois, au mois de mai. Là, ça va sortir au mois de mai. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors c'est un livre très important parce que je vais un petit peu présenter Marie Hart. Marie Hart, c'est l'auteur dialectal qui a le plus écrit en prose. Alors justement, les auteurs dialectaux, le plus souvent, ce sont des poètes, c'est des poèmes, ou alors justement du théâtre pour les théâtres alsaciens. Il n'y a pas beaucoup de prose. Et elle
elle est née en 1856, elle avait donc 14 ans, 15 ans quand l'Alsace est redevenue allemande, en 1871, et elle a fait un truc scandaleux, elle a épousé un Allemand, quoi, un ancien militaire allemand, et elle est partie vivre en Allemagne, et elle s'est essayée à l'écriture, d'abord en allemand, puis en français, puis ça n'a pas donné grand-chose, et elle s'est mise à écrire en alsacien, et là, ça a bien marché. Elle a fait juste une pièce qui a été jouée au théâtre alsacien, enfin dans divers théâtres alsaciens, et en 1911, elle a sorti un recueil de nouvelles, souvenirs et histoire des années 60, donc des années 1860, où elle parle de son enfance, etc. Et ce bouquin-là, donc c'était des petites histoires, a eu un gros succès. Dans la foulée, elle a écrit un roman, puis d'autres nouvelles. Enfin, tout ça, ça a très bien marché. Elle était éditée, rééditée. Et ça a eu beaucoup de succès. Et arrive donc la guerre, 1914 et 1918. L'Alsace est annexée pour la deuxième fois par la France, et donc sans consultation. Et son mari, donc, qui est allemand, qui est d'origine allemande, est expulsé. Et elle le suit. Et donc, ils partent en exil. Pour elle, c'était terrible, quoi, hein, parce qu'elle était terriblement attachée à l'Alsace. Et donc, elle s'est retrouvée en Forêt-Noire. Et où elle est morte en 1924, donc quelques années plus tard. Et c'est là, en Forêt-Noire, qu'elle a écrit son dernier roman. Donc ce roman-là, Unsere Franzose Zeit, où elle raconte en fait tout ce qu'elle a vécu pendant cette guerre, toute son histoire, par le biais de la fiction. Donc elle invente une histoire, elle invente la famille Retzlaub, sont quatre sœurs. Donc il y a la sœur aînée qui est restée avec le père, qui est resté célibataire, la deuxième qui a épousé un Français qui vit à Besançon, la troisième qui est redevenue institutrice, allemande, donc assermentée, qui est très attachée à l'Allemagne, etc. Et la quatrième qui a épousé un Allemand. Et elle raconte donc le déroulement depuis un peu avant la guerre, et puis tout ce qui se passe pendant la guerre. Donc c'est vraiment un livre de femmes, écrit par une femme, avec les personnages principaux qui sont des femmes, donc avec la problématique du quotidien qui se pose. C'est très, très réel, quoi. Sociologiquement, c'est tout à fait passionnant. On découvre des aspects de la vie quotidienne qu'on soupçonne pas comme ça. Comme lesquels, par exemple? Et la situation des gens, par exemple, c'est toujours un truc une personne qui m'a frappé. Il y a eu un des personnages des femmes qui a un fils qui fait son service militaire au moment où la guerre éclate. Donc elle est absolument effondrée, parce qu'elle sait que il est en train de faire son service militaire, donc si ça pète, il va être au premier rang, il va y aller, il va risquer sa vie, donc elle est effondrée. Quelques mois plus tard, un chapitre plus loin, quelques mois plus tard, on les retrouve. En fait, elle a appris qu'il a été fait prisonnier par les Français. Et donc il est prisonnier en France, et donc tout va bien, c'est merveilleux, c'est formidable. Et donc elle parade, elle est super. Enfin, donc ce sont des situations comme ça qu'on soupçonne pas, quoi. Et donc elle raconte l'arrivée des Français. Et concrètement, évidemment sans le dire, mais c'est le cas, elle décrit l'épuration ethnique qui s'est passée à ce moment-là, puisque les gens ont été triés en catégories selon leur origine ethnique, alsaciens, allemands, forces, allemands, autrichiens, hongrois, ça c'était les ennemis, donc catégorie D. Ceux qui étaient alsaciens, qui auraient été alsaciens de toute manière, même sans la période allemande, etc. Donc il y a 4 catégories, A, B, C, D. Et en fonction des catégories, les mauvais, donc les Allemands, ils ont été expulsés, quoi. Il y a eu à peu près... aujourd'hui, le chiffre le plus bas, c'est 130 000 personnes qui ont été expulsées. Et donc, un certain nombre, il y a eu cette diaspora alsacienne qui était en Allemagne. Tout ça a été fait par ce qu'on a appelé les commissions de triage, qu'elle décrit dans le livre. Et toutes ces archives
tout ça, ça a été détruit. Et dans la foulée de ce livre, Bernard Wittmann a écrit un livre là, qui devrait aussi sortir bientôt, justement sur cette période et sur cette épuration ethnique. Il a étudié, il est allé dans les archives et il a confirmé tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle raconte. Tu peux me rappeler, c'est qui exactement Bernard Wittmann? Alors Bernard Wittmann, c'est un historien, c'est l'historien de l'Alsace qui, en fait, on peut dire, il a été le premier à publier une histoire de l'Alsace qui soit véritablement un point de vue alsacien et non pas un point de vue soit allemand, soit français centralisateur. On peut commencer à partir de 1648, avec la politique de la terre brûlée, les villes brûlées, comme Haguenau, des villes comme Wissembourg, Lauterbourg, Bach, toutes ces villes qui ont été incendiées. Ça a plutôt mal commencé. Et ensuite, il y a eu Strasbourg, 1680, ensuite il y a eu le traité de Francfort, où la France, c'est-à-dire la représentation nationale française, a accepté de vendre ce pays, de le donner à l'Allemagne. Il faut quand même, c'est quand même assez ahurissant. Ensuite, en 1918, ils reviennent et nous demandent des comptes. Enfin, c'est quand même, c'est pas possible. Ils reviennent un demi-siècle plus tard et on demande des comptes aux gens qui étaient là et qui ont vécu dans un autre État, pas de leur faute. C'est que la faute, elle venait de Bordeaux, de l'Assemblée nationale, qui avait accepté de céder le peuple alsacien à l'Allemagne. Et donc, on ne peut pas dire que l'histoire de la France et de l'Alsace a été une histoire d'amour, franchement. Mais maintenant, je crois qu'il y a un moment donné où il faut qu'on se fasse respecter et il faut qu'on rentre en résistance. Moi, c'est simplement ça, que nous entrions en résistance. Et entrer en résistance, c'est très simple, c'est simplement de dire non. Man morgen nicht mit, es reicht jetzt. Nein. Ja, warum nicht? Nein. Ja, so, ja, nein. Donc il a réveillé beaucoup de conscience. Bon, depuis, il a sorti une douzaine d'autres bouquins. Et c'est quelqu'un de très, très important dans le paysage alsacien, quoi. Et donc lui-même, il a découvert ce livre, il a été estomaqué, parce que, notamment, elle raconte que après l'annexion par la France, les personnes, les Alsaciens, donc carte A, qui avaient le malheur, qui avaient eu la mauvaise idée d'être mariés à une Allemande ou à un Allemand, ils pouvaient divorcer en 24 heures. C'est-à-dire tu dénonçais ta femme ou ton mari, en 24 heures le divorce était fait et l'autre était expulsé de l'autre côté de la frontière. Et ça, il l'a confirmé, quoi. Donc c'est une ambiance. Nous, on a cette image aujourd'hui qui nous est resservie des drapeaux français partout. Alors elle confirme que c'est vrai, il y a eu, parce que après 4 années de guerre, 4 années de privation, les gens n'avaient rien à bouffer, les Français arrivaient avec du vin rouge, avec du pain blanc, avec des wagons remplis, etc. Et bien sûr des drapeaux bleu, blanc, rouge. Il le décrit ça, et dit c'est la fête, effectivement, les gens font la fête parce que c'est la fin de la guerre. Mais très très vite, il y a ce changement dans les esprits, parce qu'ils se rendent compte que la France, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et ça se passe très très mal. Et elle décrit ça dans ce livre. Et on a, dans nos archives, on a finalement peu de documents qui nous disent ça. Et pour ça, ce livre est vraiment très précieux, parce que il décrit ça de façon plaisante, parce que c'est aussi, il faut le dire, c'est un roman qui est bien construit, qui est vachement bien, qui est très très accessible. Quelques lecteurs, lectrices, tests à qui je l'ai soumis, l'ont dévoré, ça se lit très bien. Et donc, c'est un témoignage important. Donc c'est un petit bijou littéraire et historique en même temps. Étant jeune, tu étais un fervent nationaliste. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir, pour ainsi dire l'inverse, c'est-à-dire un indépendantiste alsacien? Je suis, comme tous les Alsaciens, je suis un petit Français qui a appris à l'école tout le roman national, toute l'histoire depuis Vercingétorix jusqu'à De Gaulle, en passant par Jeanne d'Arc. Et évidemment, avec toute l'histoire de la Révolution française. Et pour moi, tout ça, je dis gamin, quoi. Hein. Pour moi, gamin, ça avait de l'importance, tout ça, le bleu, blanc, rouge, parce que j'étais vraiment persuadé que
qu'on faisait partie de la France, et que la France c'était quelque chose de tout à fait particulier, que c'était vraiment le pays de la liberté, que c'était là qu'il y avait les droits de l'homme, etc., etc., et que voilà quoi. Et bah, c'est par le biais déjà par le fait que mes parents, entre eux, ils parlaient l'alsacien, déjà, ils parlaient l'alsacien, et il se trouve que mon père, il avait une bibliothèque assez fournie en alsatique, et j'ai découvert parce que bon, j'ai beaucoup lu très tôt, et j'ai découvert, oui, tôt, dès l'adolescence, des livres, notamment le particularisme alsacien de Pierre Moguet, ou la psychanalyse de l'Alsace de Frédéric Hoffet. Et ça, c'est des bouquins qui m'ont ouvert les yeux, quoi. Et c'est un processus, c'est progressif, hein, c'est très lent. Il y a aussi la pièce de Germain Müller, Enfin n'en parlons plus, qui est un monument de littérature. Oscar, ich habe wichtige Entdeckung gemacht. Kennst du den Abraham Schiutke? Super, du Oscar, ich bin der Abraham. Qui est un monument de littérature, qui est capital, et tout ça, ce sont des choses qui, je me rendais compte finalement que j'étais dans deux mondes. Il y a cette partie française et il y a cette partie alsacienne qui tu peux tourner autant que tu veux, elle est antinomique, elle rentre pas dedans, quoi. Et ça culmine avec cette déclaration de Valls en 2014 quand il dit le peuple alsacien, ça n'existe pas. Parce que j'aime trop l'histoire de mon pays, je la connais trop, pour ne pas rappeler ce fait. Mais, monsieur le député, je vous reprends uniquement sur un mot que vous avez prononcé, et c'est la conviction d'un républicain comme vous. Il n'y a pas un peuple alsacien. Et c'est vrai, et c'est logique, et il a raison. Il a raison, puisque de son point de vue, et du point de vue français, parce que depuis, évidemment, je me suis beaucoup plongé dans l'histoire de l'Alsace, par les livres, les documents, etc. Et effectivement, pour moi, c'est là que j'ai découvert vraiment l'antagonisme, quoi. Parce que la France, structurellement, ne supporte pas la diversité, quoi. C'est pareil pour les Bretons, c'est pareil pour les Corses, les Occitans. Et la seule perspective qu'elle nous offre, c'est harakiri, quoi. Il faut qu'on se suicide, il faut qu'on renonce à ça, il faut qu'on parle français, et à part ça, qu'on ferme nos gueules, quoi.